Finto. Finta. 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 Finto. Finta. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité, à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de territoires que l'on croyait oubliés. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et je vous emmène dès maintenant. La moustache fringante, l'œil pétillant et l'esprit larsacien chevillé au corps, c'est José Bové que je rencontre pour ce dernier épisode de la première saison de Finta. Figure des luttes paysannes depuis plus de 40 ans, engagé contre les OGM et la malbouffe, puis élu député européen aux côtés des écologistes, José Bové a été et continue d'être de tous les combats. De son arrivée sur le Larzac en fuyant le service militaire, de la construction de sa pensée militante, de ses doutes, jusqu'au militantisme d'aujourd'hui, je vous laisse avec notre conversation. Merci de m'accueillir aujourd'hui chez vous. On est au hameau de Montredon, sur le Larzac. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il représente pour vous, ce lieu ? Ce lieu est un lieu où j'habite maintenant depuis, ça commence à faire beaucoup, 46 ans. Je me suis installé en 1975, début 76. Quand je suis arrivé à Montredon, je me suis installé vraiment dans un endroit où il n'y avait plus personne. Tous les hommes étaient morts à la guerre de 14 et les dernières femmes qui étaient là sont parties pour la dernière en 1921. Donc moi, quand je m'installe à Montredon, on s'installe avec Alice, ma compagne à l'époque, et notre première fille qui a quelques mois. Nous, on s'installe à Montredon sans droit ni titre, puisqu'on occupe une maison qui a été vendue à l'armée. Et donc, on peut être expulsé du jour au lendemain. Donc pendant toute la lutte à Montredon, on est toujours sur le fil du rasoir. Est-ce qu'on sera là demain matin ? Donc vous êtes déjà dans cette dynamique de l'engagement avant même d'arriver ici, mais est-ce que vous diriez que la lutte du Larzac, c'est vraiment le point de départ de votre engagement, de votre politisation ? Non, puisque je suis déjà engagé. Par contre, je ne m'installe pas ici par hasard. C'est qu'ici, je peux à la fois continuer cet engagement, essayer de participer à cette lutte qui est la première lutte, on va dire, populaire en France, qui prend comme philosophie d'action et comme stratégie d'action la non-violence. Ce qui est tout à fait nouveau, qui n'est jamais arrivé. En général, c'était toujours des groupes militants qui se lançaient dans cette forme d'action. Et là, ce qui a été très novateur sur le Larzac, c'est que dès 1972, le Larzac s'engage dans la non-violence et l'affirme comme stratégie. Ce qui paraît simple comme ça paraît évident aujourd'hui de dire ça, mais c'est vrai que face à l'armée, même si on a des fusils, ils auront des mitraillettes, et si on a des mitraillettes, ils auront des bazookas, et si on a des bazookas, ils auront des chars, et si on a des chars, ils auront des avions, etc. Donc c'est une fuite en avant, et c'est impossible. Donc face à la force militaire, il faut trouver une autre stratégie que l'affrontement physique et la guerre. Ça n'a pas de sens de lutter contre un camp militaire, contre l'extension d'un camp militaire en utilisant des moyens guerriers. Donc voilà. Donc là, cette stratégie est adoptée et ça, c'est l'idée militante qui fait que je viens, pour apporter mon soutien et participer à ce combat. Puis l'autre partie, c'est que en même temps, ça fait plusieurs années déjà que je réfléchis à une installation agricole. Donc, il y a plusieurs régions où il y a des possibilités, où je pourrais m'installer, mais pas dans un endroit où je peux à la fois être sur l'installation agricole et l'engagement militant. Et donc, en fait, c'est un choix qui me permet de vivre les deux passions que j'ai, à la fois de continuer ce combat, participer à ce combat et m'installer. Alors, c'est une installation évidemment progressive, puisque comme on est dans un statut complètement illégal, on n'a le droit à aucun prêt, évidemment, à la banque, on n'a le droit à aucune aide, aucun soutien, même si c'était faible, on n'a même pas le droit, évidemment, à la dotation jeune agriculteur, on est complètement illégal, quoi. Ce qui fait que jusqu'en 1982, en fait, je n'ai pas de statut, je suis squatteur, ce qui, au moment de la retraite, il me manquera quelques années de cotisation. Mais c'est comme ça, c'est un choix qu'on a fait, hein, et on ne le regrette pas.
Dans la décennie qui va suivre la victoire du Larzac, vous participez à la création de la Confédération paysanne, vous enchaînez sur tout le mouvement anti-OGM, altermondialiste, le démontage du McDo de Millau, bon, et puis votre engagement politique. Qu'est-ce qui fait le lien chez vous de tout cet engagement ou quel est votre moteur, tout simplement? Je dirais que c'est assez simple. Enfin, si on le regarde avec le recul maintenant, puisqu'on quand même on a quelques années de recul, la victoire du Larzac s'est faite par un mouvement paysan qui avait vraiment qui était au cœur de ce combat, qui était soutenu par des paysans de toute la France, puisque les organisations traditionnelles, FDSEA, CDJA, Chambre d'agriculture, au mois de janvier 81, avaient décidé d'accepter une mini-extension. Donc ils étaient rentrés complètement dans le jeu du pouvoir politique de l'époque. Et donc évidemment, pour nous, il n'était pas question, après la victoire, de rester dans ces organisations. Donc on a quitté en février 81 et tout naturellement, on a participé à la création du syndicat des travailleurs paysans. Et ça, c'était donc, nous, on a fait ça, on a constitué le syndicat à l'automne 81 en Aveyron. En 87, le syndicat s'est transformé en Confédération paysanne et j'en ai été élu un des premiers secrétaires nationaux. Mais entre-temps, après la victoire du Larzac, on a créé la Société civile des terres du Larzac pour gérer les terres que l'État avait achetées et que les propriétaires n'avaient pas repris, notamment les spéculateurs. Et donc ça nous a pris beaucoup de temps, mais on a travaillé avec là aussi des paysans de toute la France sur l'organisation de la meilleure structure qui permettrait de permettre à des fermiers de vivre correctement, de ne pas être spoliés s'ils font des travaux, d'assurer l'outil de travail jusqu'à la retraite. Bref, on a construit vraiment là tout comment on pourrait dire ça, un outil. À l'époque, on parlait d'office foncier, c'était le terme qui était employé. On a créé un outil novateur, mais qui était inspiré de tous les combats des fermiers qui avaient été menés pendant des années. Et donc, on a avancé, on a même innové encore à ce niveau-là, mais en soutien avec ce mouvement paysan. Et donc, tout naturellement, de la mise en place de la SCTL sur le terrain, les problèmes économiques locaux sont apparus de suite aussi, puisqu'on était libéré du problème du camp, évidemment, qui mobilisait toute l'énergie. Et là, on a entamé la réflexion, l'analyse sur ce qui se passait à Roquefort, sur le système Roquefort. Et on a élargi ça et on a commencé le combat contre les quotas, contre la mainmise des plus grosses productions pour le faire en sorte que les plus petits producteurs puissent avoir la possibilité de progresser et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui s'agrandissent, etc., etc. Et je dirais que cette activité sur Roquefort, qui est quand même la plus grosse économie agroalimentaire en Aveyron, ça nous a amené, là aussi, à se trouver confrontés à une autre réalité qui était le marché international. Et avec cette décision brutale en 98 de l'OMC de donner raison aux États-Unis parce que l'Europe refusait d'importer du bœuf aux hormones et donc les 60 produits européens, dont le Roquefort, avaient été surtaxés à 100%. D'où le démontage du McDo, et c'est aussi à peu près à la même époque, au milieu des années 90, que s'enclenche le début de la bataille contre les OGM, puisque là aussi, c'est la question de la privatisation du vivant par les firmes. Mais d'abord, on agit comme paysan, et c'est comme ça qu'on se met à mener les premières actions, et avec les conséquences qu'on connaît, les mobilisations, les procès, voilà. Donc en fait, tous ces éléments s'emboîtent les uns dans les autres, entre le local et le global, entre le syndicalisme et la mobilisation de terrain. Et donc, il y a une logique. On ne peut pas couper en morceaux. Disons que c'est la continuation de la dynamique de la lutte. Et comment vous arrivez à la politique derrière ? Qu'est-ce qu'elle apporte, la politique, que le syndicalisme et le militantisme n'apportaient pas, peut-être ? Enfin, qu'est-ce qui fait la bascule pour vous ? Je dirais que ce n'est pas une bascule, c'est une continuité. Je dirais que la première... Parce que se battre contre l'OMC quand on est syndicaliste, c'est les rencontres avec les politiques. Moi, je participe aussi à
au bureau européen de nos syndicats, donc des syndicats comme la Confédération paysanne, mais aussi des autres pays européens. Et donc, voilà, donc on est confronté en permanence à des décisions politiques. Ce qui est peut-être le point à ce moment-là de bascule, moi, je termine mon mandat en 2004 de porte-parole. Je décide de pas le renouveler parce que je vois bien le risque qu'il y a aussi d'être voilà, la seule figure qui apparaît en permanence. Et donc, je pense que c'est pas bon. Et ensuite, on vient me chercher pour les européennes. On vient me chercher en 2008. C'est Daniel Cohn-Bendit qui vient me chercher en disant, voilà, on crée un mouvement, Europe Écologie, qui est large. Le but, c'est d'amener des gens à la fois qui sont dans des partis politiques, et puis des gens qui sont engagés soit dans la société civile, des ONG, soit dans des organisations syndicales, soit dans des combats citoyens, et de mélanger les deux, et à partir de là, créer une dynamique et une liste commune. Et je me dis, après tout, pourquoi pas pourquoi est-ce qu'on laisserait à d'autres l'idée de mener ce combat, alors que si on est élu, bon, on peut défendre les mêmes idées, être soutenu par des groupes politiques et puis mener la bagarre dans les institutions. Donc pour moi, il n'y a pas une opposition. Et le niveau européen a cet avantage extraordinaire, c'est que c'est un scrutin à la proportionnelle intégrale dans tous les pays. Et je dirais que c'est la seule assemblée où il y a cette capacité démocratique. Et grâce à ce système donc, de vote à la proportionnelle intégrale, il n'y a pas de parti qui peut être dominant, au moins sur un territoire aussi grand que l'Europe, et donc il faut forcément en permanence faire des compromis, essayer de construire des alliances avec 2, 3, 4 groupes politiques pour faire avancer les idées et les votes. Donc ça, voilà, ça porte ses fruits, ce sont des combats qui sont dans la continuité. Donc pour moi, j'ai pas vu de rupture dans cet engagement, bien au contraire. Mais bon, là aussi, comme pour le syndicalisme, je pense qu'il faut limiter dans le temps les mandats, et c'est pour ça que dès le début, avant la fin du premier mandat, j'ai dit que j'accepterais d'en faire un deuxième, mais que je m'arrêterais là, que 10 ans, je pense que c'est une bonne période et qu'il ne faut pas s'inscrire comme des personnes indispensables tout le temps à une place. Donc vous avez terminé votre mandat en 2019. Ouais. Et au-delà du mode de scrutin européen dont vous venez de parler, qu'est-ce qui vous motive à partir à cet échelon-là? Est-ce qu'il y a aussi le fait que pour faire bouger les choses et peut-être la condition paysanne, c'est au niveau européen qu'il faut aller s'activer? Je pense que tous ceux qui ont fait du syndicalisme agricole depuis les années 60 savent que les décisions se passent au niveau européen sur les choix décisifs. Et que donc la PAC, la politique agricole commune, c'est le cœur de l'agriculture européenne. Et ensuite, ça descend sur les politiques nationales, même s'il y a d'autres politiques nationales, puisqu'il y a en gros, l'agriculture, c'est pas simplement la PAC. Toutes les questions foncières, c'est pas du domaine, par exemple, européen, c'est du domaine national. Et puis, on peut vous donner comme ça un certain nombre d'éléments. Donc, mais la PAC, c'est le cœur vraiment du processus de production, de répartition, au départ des prix qui sont discutés collectivement, les subventions au prix, puis ensuite les subventions à l'hectare, bref, l'évolution de tout le processus de la PAC, ou même son verdissement, ça se décide, voilà, au niveau européen. Et donc, c'est là que ça doit se passer. J'avais noté dans une de vos interviews que ce n'est pas parce qu'on est élu qu'on n'a pas l'obligation de désobéir quand les lois sont injustes. On en revient à la désobéissance civile. En quoi elle est marquante pour vous? Pourquoi vous avez choisi cette voie-là? C'est pas la désobéissance civile que j'ai choisie, c'est la non-violence. La non-violence, c'est, en termes de philosophie de l'action, c'est agir, c'est d'abord avoir en permanence la colère contre l'injustice ou la colère contre des risques qui peuvent être graves, soit pour la biodiversité, on dirait aujourd'hui, soit pour la survie de l'espèce, la question du réchauffement. Ce sont les thèmes aujourd'hui qui peuvent porter cette colère, mais ça peut être social aussi, évidemment. Et donc, ça, c'est la première chose. Il faut d'abord être en colère et vraiment ne pas supporter. Puis la réflexion de la stratégie, c'est après de dire comment je le combats, comment je fais en sorte que ces politiques ne puissent pas se mettre en œuvre. Et un des moyens qu'elles ne se mettent pas en œuvre, c'est assez simple, c'est pas évident comme ça si on l'énonce,
c'est de ne pas participer avec ceux qui le mettent en place. Donc, ça veut dire qu'on ne coopère pas avec le pouvoir qui veut mettre en place une décision injuste. Alors, ça peut être un pouvoir politique, un pouvoir économique, peu importe. On dit non. Un professeur de droit constitutionnel, Dominique Rousseau, il disait, voilà, on désobéit quand tous les canaux de la démocratie sont bouchés. Effectivement, il n'y a plus d'autres possibilités que de dire non et d'entamer un combat. Et donc là, on peut désobéir de différentes façons. Politiquement, économiquement, on appelle ça le boycott. On désobéit à une loi et on assume, c'est la désobéissance civile. Mais c'est quelque chose qui se fait dans des buts bien précis, toujours à visage découvert, toujours de manière non violente, et en assumant les conséquences de ses actes, et aussi de manière désintéressée. On ne fait pas ça pour gagner plus d'argent ou pour avoir tiré un avantage. Donc il y a un certain nombre de critères qui définissent la désobéissance, et c'est vrai que c'est un peu curieux parce qu'aujourd'hui le mot est devenu un peu une tarte à la crème dans les médias. Disons que la désobéissance civile, c'est un moyen dans le cadre d'une stratégie de l'action non violente qui peut prendre différentes formes. J'ai aussi noté, je crois que c'était dans la même interview d'ailleurs, que vous disiez la force de l'action non violente réside dans la visibilité. Et c'est l'opinion publique qui en devient l'arbitre. Il faut donc conquérir cette opinion publique. Aujourd'hui, l'opinion publique, elle est vraiment au cœur de tout. On en fait une balle qu'on se renvoie. L'opinion est amenée à se positionner en un quart de seconde sur à peu près tous les sujets de société, pour, contre, et peut-être vers une hystérisation du débat à certains moments. Quel regard est-ce que vous avez, vous, aujourd'hui, sur le débat ? Je dirais qu'après, ça dépend de la façon dont les choses se construisent. Moi, ce que j'observe, c'est que sur les vrais débats, les débats sérieux, c'est pas les machins, les sondages au quotidien sortis, le truc au bistrot, voilà, et ou dans la presse pour ou contre tel truc, ça n'a pas de sens, ça n'intéresse personne et c'est juste du baratin. C'est pour faire vendre ça. Non, on voit que les vrais débats de fond, ils mettent du temps à s'installer. Sur le réchauffement climatique, c'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a l'impression de découvrir le réchauffement climatique, alors que ça fait quand même déjà 20 ans, 30 ans et plus que des scientifiques, des tas de gens ou des associations tirent la sonnette d'alarme. Sur les OGM, entre le moment où on a commencé ce combat, donc au milieu des années 90, et le moment où on fait interdire les OGM en France, 2008, c'est quand même 13 ans, 15 ans. Personne n'en a entendu parler, donc il faut conquérir petit à petit, expliquer. Les actions y participent. Pourquoi des gens acceptent de faucher, de passer devant les tribunaux, d'être condamnés à la prison, à des amendes, à tout ça. Et donc petit à petit, ça crée un débat. Et comme il n'y a pas de débat, c'est les tribunaux qui deviennent le lieu du débat. Et donc voilà, donc ça c'est un élément. Le Larzac, ça a été pareil, ça a mis du temps avant de convaincre une opinion publique, dans une époque où il n'y avait que l'ORTF, donc il y avait une seule voix qui était contrôlée politiquement. Une époque où il y avait très peu de journaux qui pouvaient élargir la contestation. C'était le début de Libé, le début de Charlie Hebdo, et on ne se rend plus compte aujourd'hui. Voilà, donc il faut, par l'action souvent, construire un rapport de force, construire une prise de conscience, puis une mobilisation. Et donc, voilà. Donc, on voit des combats qui sont longs. Celui sur la malbouffe, chaque fois, on me dit, oui, mais les gens ont compris ce que ça voulait dire. Maintenant, tout le monde emploie le terme. Après, on me dit, oui, mais les fast-foods continuent à augmenter, il y en a plus, etc. J'ai dit, d'accord, mais c'est pas de ma faute à moi si les gens vont y manger. Moi, je ne vais pas culpabiliser parce que les gens vont dans les fast-foods. Après, voilà, si les gens ils font ce choix, je ne vais pas leur interdire. On ne va pas avoir une loi pour interdire aux gens. Je pense que c'est regrettable, que c'est vraiment une bêtise sans nom, que c'est vraiment de la standardisation et de la malbouffe, là aussi en termes sanitaires. Mais après, c'est le choix des gens. Le jour où les gens décideront d'arrêter d'y aller, c'est fini, parce que le boycott de ce genre d'établissement, s'il ne gagne plus de sous, il ferme. Donc, c'est très facile à arrêter du jour au lendemain. Donc voilà, mais ça devient un choix individuel. Est-ce que les gens sont prêts à l'assumer ? Ça, c'est leur choix.
Et ce temps long, justement, pour construire les prises de conscience sur ces sujets-là, vous disiez, ça fait le démontage du McDo, on a fêté les 20 ans l'an dernier. Mmh. Donc c'est long. Est-ce que c'est une frustration pour celui qui se bat comme vous de voir que voilà, il faut parfois 20 ans pour faire émerger son sujet Bah écoutez, non, moi non, parce que quand on commence un combat comme cela, on ne sait pas du tout, il ne faut pas se dire, voilà, j'ai coché ça à l'agenda pour les 15 prochains jours, et puis après on fait autre chose. Non, on commence et puis on ne sait pas. On sait bien l'objectif qu'on veut atteindre, donc ça c'est clair, mais on ne sait pas combien de temps on mettra. Donc voilà, les combats s'inscrivent dans la durée, c'est-à-dire que si on commence à se poser la question du temps, ça va, c'est une très mauvaise façon de rentrer dans une mobilisation. Il n'y a qu'une fois où ça a été ultra rapide, mais parce que la prise de conscience s'est faite dans une période qui était récente, donc les moyens de communication étaient plus importants, l'utilisation d'Internet était déjà beaucoup plus importante. C'est quand on a enclenché le combat contre le gaz de schiste en 2010. Et effectivement, il y a une très grande réactivité, une mobilisation qui s'est faite très rapidement. Moi, je me rappelle quand même, c'est incroyable de voir 8000 personnes dans les rues de Nantes, ici à 5 km. Donc, oui, j'avais jamais eu 8000 personnes à Nantes. Hein, c'est impressionnant quand même. Hein, dans un village, à l'époque, il n'y avait pas 1000 habitants à Nantes. Donc et ça a été partout. Et très rapidement. Et il y a eu un recul très clair du pouvoir politique, une discussion que j'ai eue personnellement avec, et puis les juristes, avec la ministre à l'époque de l'Environnement, Nathalie Kosciusko-Morizet, donc qui était ministre de Sarkozy. Mais en fait, ils ont compris qu'ils allaient aller dans le mur et que la mobilisation n'allait être que croissante et que de toute façon, il n'y aurait pas un seul camion qui pourrait passer à travers tous les territoires qu'ils avaient ciblés. Et donc, voilà, on a obtenu le vote à une très large majorité à l'Assemblée nationale, quasiment au bout de 6 mois, 8 mois, ce qui est là aussi tout à fait étonnant. Hein, quand on a vu comment ça s'est passé aux États-Unis ou dans d'autres pays, en France, ça a été niet. Et le phénomène s'est reproduit dans les autres pays européens, ce qui fait qu'il n'y a pas un produit européen, un pays européen. Aujourd'hui, il y a des forages de gaz de schiste. Il y en avait encore en Angleterre, et là, ils ont mis des moratoires à cause des séismes. Donc, voilà, donc tout ça est assez intéressant. Et ça, là, effectivement, on sent un... Alors ça, effectivement, c'est un élargissement des moyens de médias, d'Internet, de tout ça, qui fait que les mobilisations peuvent se... Mais il faut faire attention parce que parfois, on peut aussi gagner sans que cette prise de conscience amène des changements aussi, soit sur son mode de vie, soit sur les modes de production énergétique. Donc, si on intègre je dirais, le gaz de schiste dans la question de l'indépendance énergétique ou d'une énergie non carbonée, on s'aperçoit que c'est quand même très long à se mettre en place et que même les lois aujourd'hui qui ont été votées au Parlement sont relativement insuffisantes pour sortir du carbone et pour essayer de maintenir le réchauffement entre 1,5 degré et 2 degrés. Mais voilà, donc ça s'inscrit sur une... Je dirais que l'histoire du gaz de schiste, pour créer cette loi qui bloque les forages hydrauliques, le fracking, ça c'est quelque chose qui a été rapide, mais que le combat pour sortir des énergies carbonées est beaucoup plus long. Voilà, mais c'est intéressant. Et voilà, ça progresse. Et voilà, mais il faudrait que ça progresse plus vite, mais c'est comme ça. Vous parliez tout à l'heure de la colère, de l'injustice comme des moteurs de votre engagement. Est-ce que l'urgence, et notamment climatique, en fait partie aussi? Oui, mais l'urgence, oui, l'urgence en est une. Faut-il encore que tout le monde en soit persuadé? Donc là, il faut quand même... Et ça devient très compliqué. Déjà que, par exemple, pour revenir sur les OGM, on est sur la question de l'indépendance des paysans à utiliser leurs semences. Ça, les paysans, ils voient bien ce que ça veut dire. Par contre, les citoyens, les consommateurs, c'est moins évident. Donc ça prend des années. Aujourd'hui, il y a partout des marchés de semences paysannes, des choses comme ça, qui au départ étaient interdites. Donc là, ça c'est arrivé. Mais la réflexion sur le climat, dire voilà, en 2100, il va faire 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés de plus qu'aujourd'hui en moyenne. C'est très difficile d'appréhender cette notion.
Hein, parce que les gens, ils voient, ils sortent le matin de la maison, et ah, ben, ce matin, il fait froid, ou ce matin, il fait chaud, etc. Et c'est pas ça, c'est bon. Ça, c'est de la météo, c'est pas du là. Hein, tu vois, on regarde le thermomètre dans le jardin, donc ça le fait pas. Donc la climatologie, c'est quelque chose de plus complexe et c'est très difficile à appréhender. Donc ça veut dire qu'il faut ça nécessite une réflexion, ça nécessite de regarder, de se poser, de s'informer et à partir de là, de se dire, bah, c'est inéluctable. Mais c'est vrai que ça veut dire aussi se mobiliser, pas forcément pour nous, parce que, bon, moi je pense que 2100, même si je pense que je vivrai vieux, mais là quand même ça va faire beaucoup, tu vois, ça me fait 150 ans presque, donc j'y crois pas. Ça veut dire qu'on se mobilise pas pour les enfants, peut-être pour les petits-enfants et certainement pour les arrière-petits-enfants. Donc c'est quand même la première fois qu'au niveau de l'humanité, on se pose à réfléchir sur les conséquences de nos actes, enfin, et des actes passés depuis un siècle, sur 4, 5, 6 générations. Et ça, c'est compliqué comme prise de conscience. Et comme prise de décision, ensuite au niveau politique. Parce que ceux qui sont élus, ceux qui sont au pouvoir, quelque niveau que ce soit, en gros, ils sont inscrits dans des élections qui ont lieu tous les 5 ans, tous les 6 ans ou 4 ans en fonction des pays, bref, ou des territoires. Et donc, quand les gens ils font, mettons, un mandat, 2 mandats, 3 mandats, en gros, ils arrivent même pas à 2050, tu vois, aujourd'hui. Donc 2040, donc tu te dis, attends, je m'emmerde, je vais être obligé de prendre des mesures très compliquées alors que le système fonctionne comme il fonctionne. Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Donc forcément, plus les lobbies derrière qui disent l'inverse. Et donc voilà, il faut qu'il y ait un vrai courage politique pour s'engager. Alors aujourd'hui, il y a une prise de conscience. On peut dire que clairement, au niveau de l'opinion publique mondiale, ce que dit le GIEC aujourd'hui fait consensus, ce qui n'était pas le cas il y a encore 20 ans. Hein. Ce qui fait moins consensus, c'est la rapidité du changement. Parce que ça pose aussi, on essaye de culpabiliser ceux qui veulent que ça aille plus vite en leur disant oui, mais vous faites de l'écologie punitive, vous voulez imposer aux gens de changer de mode de vie, puis il y a d'autres nous ont dit qu'on voulait revenir à la lampe à huile, etc., etc. Donc c'est toujours très caricatural. Et on fait peur aux gens en leur disant si on va trop vite, votre mode de vie va se régresser, vous n'aurez pas tout le confort que vous aviez avant. Non, bon, il y en aura un autre. On n'est pas obligé de gaspiller pour pouvoir se sentir bien. Après, ça devient effectivement quel type de valeur on a. Je dirais que ce qu'on vit depuis 1 an avec le Covid, avec le confinement, je crois qu'il y a quand même des prises de conscience qui se sont faites sur les modes de vie, sur les modes de consommation. Les gens en étaient privés. En même temps, ce qui leur manque le plus, je dirais que c'est pas forcément d'acheter, mais c'est plutôt les lieux de convivialité, que ce soit les théâtres, les cinémas, les bars, les restos, enfin des lieux où on peut se retrouver et où on peut où on vit ensemble. C'est ça qui manque aux gens. Moins, je dirais, qu'une consommation effrénée de voyages à travers la planète avec des avions low cost. Parce que c'est vrai que quel est l'intérêt d'aller à l'autre bout de la planète à des prix défiant toute concurrence qui ne couvrent même pas les coûts, gaspiller du gasoil, des saloperies, tu vois, pour voyager. Je pense que ça, les gens pourraient assez facilement changer de mode de transport ou de loisirs ou de vacances. Je pense que ça, c'est pas le plus compliqué, quoi. Mais j'espère, hein. Donc voilà, les choses doivent avancer, mais en même temps, on n'a pas le temps. Hein, j'ai pas envie, après, moi, Bon, on me dira, même si je suis dans mon trou, les générations futures viendront pas chatouiller les pieds. Ils peuvent toujours essayer, mais ça devrait pas me faire beaucoup de mal. Est-ce que ce changement-là, il repose sur du courage politique ou sur de l'action individuelle? Ah, je pense que les deux. Moi, je suis pas pour séparer les deux, pas pour culpabiliser les gens. Parce qu'il y en a qui trouvent que, oui, il faut changer soi-même, oui. Hein, pour changer le monde, il faut se changer soi-même. Mais en même temps, ça suffit pas non plus. C'est bien, c'est important. Et puis ça permet aussi de montrer aussi qu'on peut vivre autrement. Et puis ça se développe. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même intéressant.
Mais en même temps, il faut du courage politique pour les décideurs, mais aussi pour les décideurs économiques, hein, politiques, économiques, sociaux, les organisations syndicales, parce que ce sont des mutations en termes d'industrie, des mutations en termes d'agriculture, des mutations en termes de commerce, des mutations, bref, il y en a dans tous les sens, quoi. Hein. Donc il faut être capable, être en capacité de prendre les décisions. Mais là aussi, c'est de construire quelque chose qui fait que les gens sont entraînés et participent à ça. Alors, il y a des pays qui avancent plus ou moins vite parce que la culture politique de ces pays est différente et où la démocratie se vit pas de la même manière. Je pense à l'Allemagne aujourd'hui où, voilà, c'est pas impossible que d'ici quelques mois, les Verts allemands à l'automne remportent les élections législatives et que le prochain chancelier allemand soit une chancelière verte. En Allemagne, on peut pas être contrairement en France avec la Ve République où celui qui gagne l'élection présidentielle rafle derrière les législatives, là c'est toujours il faut toujours faire des coalitions, un peu comme au Parlement européen. Mais en tout cas, voilà, ça permet d'ouvrir une perspective. Je pense que plein de gens diront ça suffit pas. Mais en même temps, si les Allemands font ce choix collectif, bah, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent. On voit ça dans les pays du nord de l'Europe où il y a aussi cette dynamique-là. Donc voilà, moi je pense qu'on est en train d'avancer et que les choses peuvent bouger. Donc moi je crois qu'il faut effectivement qu'il y ait à la fois les choix, voilà, les engagements individuels sur les modes de vie et aussi les engagements collectifs, politiques, sociaux et aussi les mobilisations citoyennes pour bien rappeler là aussi au pouvoir politique ou économique ben voilà, que tout ça se fait sous le contrôle des citoyens. Quels sont les doutes qui ont traversé vos décennies d'engagement ou qui vous traversent aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si on peut parler de doute, parce que bon, toujours quand on est sur une action, mais plus ponctuelle d'un moment ou à un autre, on se dit, est-ce que c'est bien, est-ce que ça va aller au bout, est-ce que les gens vont le comprendre, ou de se dire, mince, pourquoi il y a ça qui a été écrit dans la presse alors que c'est pas ça, c'est pas le message qu'on a voulu faire passer. Et donc, au-delà de ces doutes épisodiques sur vos actions, vous aviez... Bah, c'est-à-dire qu'après, quand j'ai décidé individuellement d'être objecteur de conscience, là c'était un choix personnel, j'avais pas de doute sur le fait que la militarisation de la société n'était pas quelque chose de souhaitable et que j'étais vraiment fondamentalement opposé à utiliser des armes dans une logique de guerre coloniale, d'affrontement, même en termes de défense du pays. La lutte contre l'extension du camp militaire me paraissait quand même assez évidente aussi. D'un côté, on détruit des villages, on détruit des terres pour entraîner des chars. Et de l'autre côté, on produit, des familles peuvent vivre. Je pense que là aussi, les choix semblent assez clairs. Puis je dirais que sur les combats paysans que j'ai pu mener, je pense qu'ils s'inscrivaient là aussi dans une logique qui était une autre logique, soit de production, soit de répartition de la production, soit de choix des règles internationales. Voilà, moi, je ferai pas tout. Hein. Donc voilà, chacun fait son bout du machin, ça fait une histoire collective, puis ça s'inscrit sur la durée, puis on se souviendra de tel truc, on se souviendra plus forcément des personnes qui l'ont fait, mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est que voilà, on essaye d'avancer dans une direction qui fasse que ça soit agréable à vivre sur cette planète, et puis que voilà, que les suivants, ils prendront du plaisir, et puis auront aussi envie d'aller dans une autre direction que celle dans laquelle on va depuis 200 ans. Parce que c'est ça qui est quand même pas banal, c'est que voilà, on se retrouve à avoir gaspillé tout le potentiel de cette planète en un temps record, alors qu'on est là depuis quand même des centaines de millions d'années. Et donc là, effectivement, ça nécessite de changer le modèle, de changer de direction, mais ça peut pas se faire de manière forcée. C'est-à-dire qu'une dictature, pour dire il faut changer, bah non, les gens résisteront. Par contre, c'est la persuasion, c'est la discussion, c'est la démocratie, voilà. Et ça, c'est une aventure collective, quoi. Donc, j'espère que cette aventure collective continuera. Léon Maillet dit de vous, dans un hors-série Larzac que j'ai sorti sur Finta, que vous n'avez peur de rien et qu'on a besoin d'un gars comme vous dans les combats qui n'a peur de rien et qui entraîne les autres. Est-ce que c'est vrai? Vous n'avez peur de rien? Bah, non, je dirais que je dirais que un peu dans le choix de l'action non violente,
je pense qu'après la colère qui vous fait dire non, la chose la plus difficile, c'est à vaincre ses propres peurs. C'est-à-dire que si on est submergé par la peur, on perd tout sens on perd sa clairvoyance. C'est ce qui peut amener d'ailleurs à la violence. C'est-à-dire que la peur peut engendrer de la violence, puisqu'on a peur, on surréagit et puis si on a quelqu'un en face, on va prendre une arme plus grosse que lui, parce que comme ça on est sûr. Donc la peur est toujours très mauvaise conseillère. Donc il faut essayer de vaincre sa peur. Le but c'est pas de faire des super-héros, mais c'est de se dire voilà, est-ce que cette peur est raisonnable ou pas? Alors, ça ne veut pas dire que non, moi j'ai peur aussi. Si on me met au bord d'une falaise et qu'on me dit de sauter, je suis sûr que je vais m'écraser, donc j'ai peur de m'écraser. Après, il y a des peurs qui sont plus ou moins importantes, mais dans l'action collective, à partir du moment où on pense que ce pourquoi on se bat est juste, que les moyens qu'on utilise pour se battre ne sont pas en contradiction avec ce qu'on veut faire, parce que c'est toujours cette fameuse idée de la fin et des moyens dans la non-violence. Puis à partir du moment où tout ça est cadré, qu'on avance, je pense que c'est aussi une façon de dominer ses peurs. Parfois, c'est des peurs qui sont aussi pas par rapport à la lutte, c'est aussi des histoires personnelles. Est-ce qu'on ose prendre la parole en public? Est-ce qu'on ose dire non à une autorité ou pas? C'est lié aussi parfois à des rapports individuels, mais familiaux aussi avec ces questions-là. Et puis se dire, je suis devant le tribunal, est-ce que je vais assumer les conséquences? C'est pour ça que quand on mène une action non violente, on sait toujours, et pour les fauchages, tous les gens l'ont su, tous les faucheurs, à partir des années 2003, ont signé des engagements. Et personne n'est jamais allé faucher sans avoir signé l'engagement en reconnaissant les risques d'amende, de prison, de ci et de là. Et on ne demande pas à tout le monde de le faire. Les gens qui se sentent prêts de le faire, ils le font. Celui qui ne le fait pas, personne ne va le traiter de salaud quand même. Et ça aussi, c'est important, c'est que chacun fait ce qui pense être en capacité de faire. Et puis, il y a des gens qui font des choses, d'autres en feront d'autres. Mais ça aussi, je crois que c'est important que chacun ait sa place, aussi bien dans ces changements individuels que dans les actions collectives. Une dernière question. Si vous ne devez garder qu'une conviction, laquelle serait-elle ? J'en sais rien, moi. Bon, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait toujours une espérance. Et l'espérance, c'est qu'effectivement, on soit en capacité. Je crois que les humains sont très compliqués, très compliqués. Donc, si on prend plusieurs humains ensemble, ils ne s'entendront pas. Mais si on est capable de dépasser ça et de donner des conditions de vie où chacun va pouvoir vivre bien, il y a une espérance. Alors, est-ce qu'elle est de ce monde ou pas? Espérons que oui. Mais c'est ça qu'il faut penser. C'est-à-dire que si on n'a pas l'espoir que demain, nos descendants pourront continuer à vivre comme nous, à vivre bien, à pas être menacés par je ne sais combien de choses, tant mieux. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Donc espérons, essayons d'agir pour qu'au moins ça se passe comme ça. Mais ça veut dire qu'il faut essayer de lutter aussi contre l'individualisme, contre le repli, contre... c'est la faute aux autres, toujours la stigmatisation, les rejets, Donc, c'est une ouverture. Donc, l'espérance, c'est de croire qu'il y a un avenir collectif et individuel. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes arrivés au bout de ce dernier épisode de Finta. Merci, grand merci d'avoir été si nombreux et surtout si enthousiastes pour cette première saison du podcast. Pendant tout l'été, vous pouvez en profiter pour écouter et réécouter des épisodes, pour les faire circuler autour de vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram et LinkedIn avec finta.lepodcast. Je suis preneuse de toutes vos idées pour faire grandir Finta. On se retrouve à la rentrée, en septembre et en forme pour de nouvelles aventures aveyronaises. Très bon été à vous, à bientôt. Et d'ici là, restez curieux, gardez l'œil ouvert.